Le conte a ceci du lézard qu'on croit toujours l'avoir attrapé alors qu'il n'en reste jamais que la queue. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Contes de la queue du lézard. Dans ce 4e épisode de la 2e saison, promenons-nous dans les rues et les traboules lyonnaises et découvrons l'histoire bien intrigante que j'ai imaginée en marchant, en errant, en déambulant. La princesse et la clé qui ouvrait quoi ? Vous qui ouvrez ce conte qui s'écrit devant vos yeux, imaginez une princesse languissant paresseusement dans un palais. Cette ennuyante princesse s'enquiquinait ferme entre les 4 murs de son corps et de sa peau. L'ennui était tel que ses parents avaient cherché à la distraire par tous les divertissements connus et autres expédients de fêtes et de foires. Ils avaient en cela épuisé tout leur crédit de trouvères et troubadours venus des 4 coins du pays. Le roi tout brun portait queue de pied à chaque occasion. Il était si fou de sa fille qu'il demanda même à rassasier l'ennuyeux appétit de l'adolescente en se faisant farcir par le cul et rôtir à la broche, non sans avoir fait bouillir son épouse la reine afin de désaltérer sa fille de son bouillon. C'est ainsi que le même jour du festin du roi tout brun et de la reine, survint la visite impromptue au palais de la frétillante marraine de la princesse languissante. À peine arrivée, mais non sans avoir consommé quelques menus morceaux de la carne royale, la marraine décida de rompre le charme d'ennui de la princesse. Elle lui offrit pour cela un bien étrange présent. L'étrenne que reçut négligemment la princesse était un livre qui, à coup sûr, égayerait son esprit et ferait frémir son corps de sa peau à sa chair et sa chair à ses os. La princesse essuya une goutte du jus du roi rôti son père qui dégouttait des commissures de ses lèvres, et tout à sa stupeur ouvrit de grosses gobilles toutes rondes. La marraine, qui observait sa filleule se débarbouiller la bouche, lui lança vertement que la bienséance exigeait qu'on ne lût tel ouvrage, ni avec la bouche béante, ni avec de grosses gobilles, mais bien avec les pupilles. Le livre qu'elle lui remit, tout en confidence, après le banquet, n'était pas n'importe quel ouvrage. Il s'agissait d'un recueil complet de contes vides, inachevés, et même jamais commencés, dont l'histoire se déroulait et s'écrivait comme par magie dès que les pupilles noires scrutaient le blanc des pages. Si vous y mettez du cœur, de l'estomac et un peu de vos tripes, ajouta la pétillante marraine, l'histoire que vous lirez prendra vie devant vos yeux. Le banquet avait délecté la princesse, qui sentait vaguement que l'ennui commençait à la quitter. Lui vint alors à l'esprit le sentiment bien ordinaire que de tous les morceaux, ceux qu'elle avait préférés étaient les abats de feu ses parents. Comme l'ennui commençait à poindre à nouveau à la naissance de cette sensation si commune, un feu grand comme un incendie la parcourut, inéluctable et irrépressible. La princesse fondit soudain sur sa sémillante marraine toute stupéfaite que l'infante entreprit de lui glisser un index dans le nombril pour y passer ensuite la main, puis le bras à la recherche du foie et des autres entrailles, pièces que la marraine avait fort délectables. Non sans s'être débarbouillée et sans s'être léché les babines qu'elle avait encore toutes souillées du sang et des viscères de sa marraine, la princesse décida d'aller tuer le reste de son ennui en s'allant reclure dans sa chambre. Elle ouvrit le recueil de contes que feu sa fringante marraine lui avait offert et qui n'était pas encore écrit. Pour faciliter la digestion de tous ces morceaux de viande qui encombraient et ennuyaient son estomac, elle se fit apporter un thé dont les feuilles se déroulaient lascivement dans la tasse et flottaient nonchalamment à la surface. Le thé était trop chaud et tout fumant, et elle déposa instinctivement une soucoupe sur la tasse pour préserver son breuvage et le siroter plus tard. À peine ses pupilles noires se posèrent sur le papier blanc du livre de contes, qui n'était pas encore écrit, que les premières lignes commencèrent à se tracer.
Ce ne furent d'abord que lignes sibyllines, traits sinueux, incompréhensibles, petits insectes noirs et grosses pattes de mouche. Mais bientôt, notre princesse entomologiste s'aperçut que ces quelques traits qui se dessinaient sortaient de la reliure du livre, comme une myriade d'insectes, ou bien comme un très long mille-pattes. Ces quelques lignes en colombin sorties du conte traçaient dans l'air comme un grossier dessin de château qui se changea aussitôt en un palais de papier. Palais de papier qui poussait progressivement les murs de sa chambre. Murs de sa chambre qui s'écroulèrent et ensevelirent les convives repus restés pour le banquet. Dans ce palais de papier, qui avait pris la place du château de pierre de la princesse et de feu ses parents, était affalé sur un trône en carton un personnage tout blanc comme l'émail. C'était un prince en papier, qui leva ses yeux en papier mâché droit vers elle, comme surpris de se retrouver là, dans l'espace, et là, dans son regard médusé de princesse un temps désennuyée. La belle oisive porta la tasse de thé fumant à ses lèvres, comme captivée par cette lecture qui prenait vie sous ses yeux. Certains facétieux conteurs diront que l'ennui la quitta aussitôt, à la vue du prince, comme elle s'était laissée envahir par un prompt désir, par un incommensurable penchant pour le prince fantoche, et comme elle convoitait avidement le paquet de Bristol qu'il avait à l'entrejambe. Mais nous nous racontons ici que la vérité, et en vérité la princesse ne faisait qu'observer la ceinture du prince, ceinture qu'elle reluquait avec envie, tout en continuant à siroter son thé brûlant. Comme le thé roulait dans la gorge de la princesse, comme le château de papier branlait au vent, nous découvrons que l'inclination de la princesse n'allait qu'à la ceinture du prince, d'où pendait une clé d'or fin. Le prince blafard était fort embarrassé par le regard insistant de la princesse, et fort démuni dans ce monde de matières et de couleurs. Il ne se fit pas prier pour prendre la poudre d'escampette, qui faisait derrière ses pas comme des volutes de fumée pleines de grains de poussière qui aveuglèrent notre lectrice vorace. Bien résolue à ne pas perdre le fil de l'intrigue, la princesse se leva de son fauteuil et se prépara à poursuivre le personnage de son conte qui s'écrivait sous ses yeux, mais qui lui filait entre les mains. Elle enfila ses chaussons moelleux, et c'est sans s'en apercevoir qu'elle glissa ses pieds dans la gueule béante de 2 chatons qui traînaient mollement sous le lit, et qui n'eurent pas le loisir d'esquisser un miaulement de douleur, ni même un dernier soupir. C'est ainsi accoutrée de sa chemise de nuit, chaussée de ses pantoufles en peau de chaton toutes sanguinolentes, équipée de sa tasse de thé fumant et de son recueil de contes inachevés, qu'elle partit battre la campagne à la poursuite du prince, qui manifestement refusait de se livrer à elle ou de lui procurer la clé d'or fin qu'elle voulait de toutes ses tripes. La princesse marcha longtemps, tant et si bien qu'elle eut de grosses ampoules aux pieds qui lui faisaient souffrir le martyre. En vérité, les chatons avaient mangé tout rond les croquettes de leurs parents, plutôt que la pâtée qui leur était dévolue. Les croquettes faisaient comme des gravillons qui blessaient la plante des pieds de la jante princesse dans ses chaussons qu'elle trouvait jadis pourtant si confortables et moelleux. Le pus des ampoules à ses pieds, le sang des plaies à sa voûte plantaire, mêlés aux délicats viscères des chatons, faisaient comme une matière indicible qui gâchait le sol enneigé d'empreintes illisibles, comme d'autres mots déplaisants et fâcheux sur une page blanche. Il advint qu'un jour, dans la course-poursuite entre nos 2 personnages, le prince qui prenait de l'avance sur la princesse se laissa emporter par le vent et vola de l'autre côté d'une rive, comme un vulgaire bout de papier débarrassé du plancher par une grosse bourrasque. La princesse à ses trousses, qui pourtant lui collaient au basque jusque-là, fut bien devancée et dépourvue quand elle se retrouva de l'autre côté de la rive, sans possibilité de traverser, avec ses petits petons tout endoloris et putréfiés.
Mais figurez-vous que la languissante qui se complaisait dans son oisif ennui n'avait pas fini son recueil de contes. Et c'est d'un geste mou qu'elle le dégaina. Alors qu'elle tentait de lire le livre ouvert d'une main et sa tasse de thé fumant de l'autre, quelques gouttes du breuvage tombèrent malencontreusement dans le ruisseau, qui prit alors la couleur ambrée de la décoction. De l'autre côté de la rive, le prince haletant et au teint blanc, croyant se désaltérer en se penchant au-dessus un instant de la rive, tomba cul par-dessus tête dans la flotte toute tachée par la couleur du thé. Son corps de papier mâché ressortit détrempé et désormais toilé. Alors que, rassuré d'être de l'autre côté, loin de celle qui convoitait son paquet de Bristol qu'il avait à l'entrejambe, comme certains conteurs lui avaient dit, il faisait sécher son corps bruni sur l'herbe vert tendre. La princesse posait intensément ses pupilles noires sur le blanc des pages de son recueil de contes. Soudain, des mille pattes et autres scolopendres se mirent à sortir de la reliure du livre, en formant de nouvelles ribambelles de pattes de mouche qu'on ne pouvait déchiffrer dans cette langue, mais qui semblaient écrire un roman fleuve au bord de ce petit cours d'eau. De ce roman qui s'écrivait sous les yeux ébahis du prince planté sur l'autre rive, la princesse tira les grosses ficelles pour les lancer de l'autre côté du ruisseau. Un pont se dessina au-dessus de l'eau. Ce pont de papier était tout branlant, mais il lui permit d'enjamber le gué en 5 secs et sans se mouiller, cependant que le prince avait déjà filé. Arriva un autre jour, où dans la course-poursuite entre nos deux personnages, le prince, qui avait toujours la clé d'or fin qui brillait à sa ceinture, tout léger comme un bout de papier qu'il était, fut emporté par une pie voleuse. C'est de l'autre côté du lac d'Indifférence que la pie laissa tomber son butin, à l'emplacement de son nid. Le prince, un peu précieux, retroussa son nez en se voyant ainsi affalé au milieu des excréments du volatile. Quant à la princesse, consommée d'ennui, elle se ficha sur les bords du lac d'Indifférence et contempla ce si bel horizon qui la laissait impassible. Quand un éclat brilla au loin, à l'autre bout du bassin, elle se souvint de la clé d'or fin qu'elle convoitait tant. Spontanément, elle ouvrit tout grand la bouche de son corps cadenassé, comme si son gosier en forme de serrure pouvait lancer un large cri qui, jusqu'à elle, aurait fait venir la clé. Mais le cri rauque qu'elle lança ne fit pas écho, et c'est sans ricochet, en faisant un petit ploc sourd à la surface, que son éclat de voix s'abîma dans les eaux calmes et étales du lac d'Indifférence. Pleine de son ennui et gavée de sa fâcheuse posture, la princesse but d'un trait le reste de thé froid dans sa tasse encore tiède et ouvrit le recueil de contes, au gré du hasard, à une autre page vide. Ce sont alors des sauterelles qui se mirent à jaillir aussitôt des caractères qui se traçaient sur les folios de son livre relié. Les sauts des sauterelles laissaient des espaces et des alinéas entre les caractères qu'elles ancraient de leurs pattes. Les insectes distincts laissèrent place à une masse indistincte dans le ciel qui forma en quelques instants un bateau en carton-pâte à voiles en papier qui se posa délicatement sur l'onde. La princesse Placide monta à bord de cette drôle d'embarcation pour traverser le plan d'eau, rejoindre le prince et lui dérober enfin la clé qui ouvrait quoi. Pendant que la pie se délectait des quelques sauterelles qui n'avaient pas formé le bateau, le prince, toujours posté dans son nid, voyant approcher la princesse au loin, se résolut à se plier en 4, afin que son corps de papier formât une enveloppe dans laquelle il dissimula la clé d'or fin, enveloppe que le volatile, tout surpris de ne plus trouver son trésor, prit dans son bec, affranchit, et livra dans un endroit que le comte ne dit pas. Pendant le même temps, la princesse, qui rêvait de bonne chère, qui salivait à l'idée des morceaux de ses parents qui s'étaient coupés en 4 pour elle, qui bavait au souvenir de sa marraine qui s'était laissée boulotter et trousser les boyaux,
Cette même ogresse ne s'aperçut pas que son embarcation de papier chaloupait et prenait l'eau. Alors, le lac d'indifférence, sans un bruit, tout à son silence, engloutit d'un seul coup le bateau, et avec lui, le recueil de contes inachevés, ou pas encore écrits, la tasse de thé, les pantoufles en peau de chaton, et la princesse qui s'ennuyait. Si vous aussi vous buvez une tasse de thé, bien au chaud avec vos moelleuses charentaises aux pieds, peut-être pensez-vous avoir repêché ce recueil qui s'écrit sous vos yeux. Et si vous repreniez ce conte depuis le début, en vérité, quel drôle d'insecte niche dans l'ombre sous votre fauteuil. Qu'avez-vous réellement lu sur ces pages blanches avec l'encre noire de vos pupilles ? C'était La princesse et la clé qui ouvrait quoi ? Un conte imaginé écrit et lu par Wilfrid Merclen, inspiré par une déambulation dans les rues de Lyon. Pour écouter d'autres contes merveilleux et farfelus, abonnez-vous à mon podcast, Les Contes de la Queue du Lézard, sur laqueuedulézard.com. À très vite.